Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 5 octobre avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Puis on sera à 10h dans l'émission Média avec Bruno Salomon. LFI plus dangereuse pour la démocratie que le RN. C'est la conclusion d'une enquête, d'une étude de la Fondation Jean Jaurès. On va parler de Nantes et puis d'Enedis qui annonce pouvoir couper les chauffe-eau à distance. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Sophie de Menton, bonjour. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et vous avez publié La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. Jérôme Dubu, bonjour. Membre de La République En Marche. Christine, qui n'existe plus. Ça s'appelle Renaissance. Ah oui, elle marche toujours. Oui, enfin, ouais. Non, mais ça change rien. Oui, non, voilà, ça change pas grand-chose. Je vous indique qu'il y a 15 jours, En Marche a disparu pour être remplacé par Renaissance. Ouais. C'est de l'habillage, quoi. Oui, c'est un peu de l'habillage, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de dire La République En Marche. Oui, mais ils ont tort. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, à Paris. Vous êtes montée à la capitale. Mais oui, bien sûr. Voilà. Ça nous arrive. Ça vous arrive. Et Samy Sfaxi, bonjour. Vous êtes journaliste politique. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Christine, avec vous. Alors c'est tombé hier, moi c'est mon sujet, mais tout le monde en ce moment réalise qu'il y a une Coupe du Monde au Qatar et que c'est une hérésie écologique, enfin tout ce qu'on peut dire, mais sauf que la décision a été prise il y a 12 ans. Donc c'était peut-être à ce moment-là qu'il aurait fallu qu'il y ait une levée de bouclier d'absolument tout le monde pour demander à la FIFA de ne pas accorder la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, ça c'est mon avis. Mais il est en train de se passer la même chose avec une autre compétition. Hier on a appris donc que l'Arabie Saoudite allait organiser les Jeux Olympiques d'Asie d'hiver en 2029. Donc on découvre que il y a effectivement une question de soft power autour de tout ça, puisque le prince Mohammed Ben Salman a décidé de faire du sport sa vitrine et qu'il y a une compétition aussi avec le Qatar, mais ça va être aussi là, de ce côté-là, une hérésie environnementale, écologique, sociale, puisqu'il faut déplacer des populations. C'est un projet pharaonique, 500 milliards de dollars vont être mis pour créer une station de ski entièrement artificielle dans le désert, sur du sable. Il faudra de l'eau pour faire de la neige, etc. Je vous invite à aller voir la vidéo. Alors c'est somptueux, c'est somptuaire. On se croirait dans un film de science-fiction, le film de promotion. Mais moi, ce que je trouve atterrant, c'est que aujourd'hui, les dirigeants du Comité olympique d'Asie ne sourcillent pas une minute pour dire ça pose pas de problème. On accorde ça. Tant pis pour le reste. Je trouve qu'on envoie des messages absolument incroyablement. Il n'y a pas de superlatif pour dire c'est fou. On marche sur la tête. Quel est le combat qu'il faut mener ? Parce que même si c'est des jeux, en plus ce sont des jeux qui avaient été supprimés en 2017, ça n'intéressait personne. En gros, médiatiquement. Donc là, on est vraiment dans la surenchère politique internationale, dans des pays qui sont aujourd'hui en quête, on va dire, de reconnaissance. Et ça, c'est vraiment un sujet que je trouve que les instances sportives internationales devraient vite s'interroger. Comment on peut envoyer un tel message ? Et ça veut dire quelque chose. D'abord, ça veut dire qu'il n'y a pas de sorte de pouvoir mondial ou de conscience mondiale, parce que y a personne n'a le pouvoir de dire non. Est-ce que c'est à nous ? Et alors je me pose la question, parce que en dehors de tout l'aspect environnemental sur lequel vous avez incontestablement raison, il y a aussi le fait que ces pays-là traitent les femmes de façon inimaginable, et même ne serait-ce que ça. Est-ce que là aussi on laisse tomber et on a déjà il a été décidé que lors des prochains Jeux, les femmes ne devaient pas regarder qui assistait aux Jeux Olympiques, etc. Ne devaient pas regarder les hommes dans les yeux, devaient baisser la tête si on les autorisait dans le stade, et qu'elles devaient avoir un comportement particulier. Donc qu'est-ce qu'on fait sur le plan mondial ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais attendez, je trouve que c'est une affaire très compliquée. D'abord parce que les instances sportives internationales et le Comité olympique international, ce sont des instances souveraines. Bon, premièrement. Deuxièmement, ça veut dire souverain ? Ça veut dire qu'ils prennent leurs décisions de manière souveraine. Donc, lorsque on a attribué la Coupe du Monde de football au Qatar, il y a eu 180 votes pour et une abstention, celle de la Finlande. Bon, donc si vous voulez, il y avait unanimité totale à l'époque. Donc là, on est en train de recommencer avec l'Arabie Saoudite. Alors, ça n'aura aucun impact parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde se fout de ce truc. Un impact quand même pour l'environnement à cet endroit-là. Mais il
y a effectivement dans la charte olympique, il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter, et notamment l'égalité homme-femme. Et il y a un certain nombre de pays qui ne le respectent pas. Donc de deux choses une, ou bien est-ce qu'on exclut de l'olympisme et des grandes fédérations internationales sportives ces pays-là qui ne respectent pas, et c'est avoué, ou alors est-ce qu'on leur interdit d'avoir une compétition. Mais il faut être clair là-dessus. On ne peut pas être comme ça dans l'entre-deux, c'est pas possible. D'abord, c'est pas le même comité olympique. D'abord, il faut préciser quand même ça, c'est le comité d'Asie. Et puis ensuite, vous parliez de l'indépendance des comités olympiques. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que pour le Qatar, précisément, c'était les États qui étaient derrière. Attention, parce que le CIO et la FIFA, c'est pas les mêmes. On n'est pas sur les mêmes. Mais toutes ces instances internationales qui justement donnent, en tout cas, c'est l'organisation de ces compétitions-là. Derrière, il y a des lobbies, Jérôme, qui sont gigantesques. Et donc finalement, un État ne peut pas imposer. Un État à lui seul ne peut pas imposer l'obtention d'une compétition. Ça, c'est clair. C'est quand même une décision collective des instances sportives. Oui, mais ça veut dire quand même, Jérôme, à tous les pouvoirs politiques, à tous les pouvoirs moraux entre guillemets. Ça veut dire que ces instances sont supérieures à tout le monde. Non, mais les États sont derrière aussi. Non, mais il y a une charte olympique qu'il faut respecter. Visiblement, là, elle n'est pas respectée. Non, c'est ce que je dis. Elle n'est pas respectée. Donc ils sont supérieurs. Mais effectivement, au moment où on nous demande de baisser d'1 degré le chauffage et qu'on voit les ça fait scandaleux. Oui, mais ça, c'est avec notre prisme quelque part occidental. Mais en Asie, on est autant concerné par le réchauffement. Oui, bien sûr, mais peut-être que ça imprègne moins le débat démocratique, asiatique. Ceux qui, à l'époque, ont voté, alors j'en reviens à l'affaire du Qatar, qui ont voté au Qatar, et comme M. Hollande, et aujourd'hui, qui n'ont pas remis en cause, et qui aujourd'hui vient nous dire, je vais boycotter à titre personnel la Coupe du Monde. Enfin, excusez-moi, mais c'est ridicule. C'est totalement ridicule. On l'a pas entendu quand il était président sur ce sujet. Et maintenant, il vient nous dire, ah bah non, il faut pas. Il y en a d'autres. Je cite Hollande parce qu'il me vient à la tête, que c'est l'exemple le plus emblématique. Il était là quand ça a été la division mondiale est croissante et c'est très grave parce que c'est un vrai symbole, ça. Un auditeur dit Gourdance nous dit 500 milliards de dollars pour une station de ski en Arabie Saoudite. Qui les encaisse? C'est 500 milliards pour construire. Pour construire. C'est une ville qui va s'appeler Neom, qui est complètement sortie de l'imaginaire de Mohamed Ben Salman. Je vous invite à regarder vraiment le film. Alors, il s'est inspiré il a une passion pour Les Gardiens de la Galaxie, ce film qui est sur tous les écrans. Et donc, on a vraiment l'impression, on pourra skier l'hiver, dans des situations de neige, dans des situations aussi sur gazon. Il y aura des centres commerciaux, il y aura des patinoires, et ça sera en plein air. Mais vous allez voir que toutes les grandes compagnies, on va faire en sorte qu'il y ait de la neige. Toutes les grandes compagnies internationales du bâtiment et des travaux publics vont s'y précipiter. Mais évidemment. Mais ces pays-là sont à des années-lumière des débats qu'on a, nous, autour du réchauffement climatique, autour de, justement, cette sortie des énergies fossiles. Enfin, je veux dire, on commande ça avec, encore une fois, notre prisme en France, où on a peut-être cette conscience-là, mais là-bas, ils sont à des années-lumière de ça. Donc, voilà, c'était mon... Donc, allez effectivement voir le film qui est assez impressionnant, voir cette ville sortir de terre. Et où est-ce qu'on la voit, pardon? Sur Internet, vous tapez Neom ou jeux asiatiques, vous allez voir ce truc absolument dingue. Mais je rappelle qu'au Qatar, on peut skier dans des centres commerciaux, et qu'on a créé des îles de toutes pièces. Et pour terminer sur ce sujet-là, je voudrais juste faire une parenthèse, c'est qu'à chaque fois, on se tourne vers les sportifs en disant qu'allez-vous faire. Moi, je pense que ce sont les derniers maillons de la chaîne à qui on ne demande jamais rien. Et j'avais bien aimé la tribune de Vikesh Dorassou, pour lesquelles je ne suis pas forcément toujours d'accord, où il avait demandé aux sportifs de prendre leurs responsabilités. Et c'est vrai que dans les instances internationales, il y a des représentations de sportifs aujourd'hui, mais ils n'ont pas la représentation. Des anciens sportifs qui siègent au comité olympique, mais ils ont une voix qui est quand même relativement peu entendue, et il faut vraiment qu'aujourd'hui ils prennent les devants en disant et en se disant on est des acteurs et on ne peut pas nous faire accepter tout et n'importe quoi au nom de l'argent et du business. Ils sont dans une espèce de système qui est complètement fou aujourd'hui, et peut-être que c'est à eux de reprendre leur destin en main, en fait. Voilà. Allez, petite pause et on continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres dans l'actualité. À tout de suite.
Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Nous avons un petit souci depuis une semaine avec YouTube. Donc pour ceux qui nous suivaient, qui voulaient voir l'image, bien que la radio ce soit du son, vous pouvez le faire avec Facebook. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Justement, vous pouvez nous suivre sur YouTube ou sur le site évidemment de Sud Radio où vous pourrez nous voir filmer. Voilà, mais c'est vrai qu'on a un souci avec Facebook. Sophie, c'est un coup de gueule que vous avez eu ce matin même. C'est même un très grand coup d'inquiétude parce que le Parisien d'ailleurs titre dessus et c'est de plus en plus fréquent. On est en train de nous expliquer que l'écriture manuscrite va disparaître, que les claviers vont remplacer et que d'ailleurs les enfants à l'école leur donnent les claviers tout de suite. Et qu'ils écrivent de plus en plus mal, c'est quasi illisible, et on pense que ce sera plus utile à terme. Et je trouve ça très très inquiétant. D'ailleurs, le titre, c'est « Écrire à la main, est-ce encore bien utile ?» Et c'est toute notre civilisation, c'est toute notre façon de penser, c'est la coordination entre notre cerveau et notre corps qui est en jeu. L'écriture, et quand on voit ce qui s'est passé, c'est très intéressant parce que si les Romains ont imposé leur langue, etc., au début, c'est parce que c'était les seuls qui écrivaient. Donc l'écriture est quelque chose de très important et c'est pas seulement la transmission de l'écrit, c'est l'écriture, script, manuel, etc. Et je crois qu'il faut faire attention parce qu'on est sur une pente où on a envie de se dire « Ah oui, non mais c'est fini, hein, c'est la vieille école contre la nouvelle école, oui, c'est ringard d'écrire à la main ». Je crois qu'il faut attacher une très grande importance à ça. Les enfants et les tout petits enfants, on en a tous eu. La première des choses, c'est une forme d'indépendance, d'arriver à tenir un stylo, d'arriver à tracer une lettre. Ça va avec la lecture parce qu'il sait tracer une lettre et sait la lire. Il y a tout un phénomène, et d'ailleurs les psychologues et les psychiatres vous le disent. Mais faites très attention parce que même dans les écoles aujourd'hui, l'écran est en train de gagner. Il gagne partout. On sait les méfaits que ça peut d'ailleurs provoquer chez les enfants, mais ça a aussi des avantages. Donc les professeurs sont en train de vous dire que quelquefois ils raisonnent plus vite parce qu'ils ont un écran. C'est une façon aussi de les calmer en classe, c'est la discipline. Donc on est à un moment où ça peut être vraiment encore une bascule de civilisation, et Dieu sait s'il y en a en ce moment. La question est effectivement qui est le plus fort, qui sera le plus fort dans tout cela. Moi j'ai été sidérée, je répète je rabâche un peu les mêmes histoires, mais de découvrir au moment du bac, c'était un tweet de quelqu'un qui disait ma copine surveille le bac et il y a une pendule et ils sont incapables de lire l'heure sur une pendule en chiffres romains. C'est-à-dire que maintenant toutes les pendules sont numériques et on a des gamins qui aujourd'hui ne savent plus lire sur une montre un cadran chiffres romains. Et puis alors ce qui est amusant, ça rentre dans le tout numérique. La même chose. Et puis alors ce qui est assez amusant et anecdotique peut-être, mais au moment où on a des problèmes d'électricité, ce serait très amusant qu'il y ait vraiment une panne électrique et que les gens puissent pas écrire parce qu'ils n'ont pas d'écran. Enfin, le retour à la bougie au stylo, c'est ça. Oui, c'est ça. Et les amiches. Voilà. L'écriture. Oui, c'est ça. Cela dit, chère ça Sophie. coûte très cher les ordinateurs. Alors justement, d'ailleurs, c'est une question que je pose à l'antenne parce que personne ne me donne la bonne réponse. Est-ce que ça utilise plus d'énergie de fermer votre ordinateur le soir au bureau et de le rallumer le lendemain matin que de le laisser ouvert? Je pose la question parce que dans les entreprises, nous sommes très soucieux. Oui, et vous n'avez pas eu la réponse. Non. C'est vrai qu'on n'a pas la réponse. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Vous aurez la sur l'affaire. Mais sur l'écriture, on peut demander au ministère de la Transition écologique qui laisse la lumière allumée dans ce. Absolument. Il y a le contenant, il y a le contenu. Moi, je suis plus inquiet par la dégradation du. Oui, mais je suis plus inquiet par la dégradation du contenu que la dégradation du contenu. Oui, mais ça va avec. Voilà. Ouais, absolument. En fait, l'ère du tout numérique fait que, si je peux me permettre, dès que vous écrivez sur un écran ou sur un smartphone ou quoi, vous avez immédiatement, par exemple, la correction automatique, ce qui fait qu'il y a plus aucun effort. C'est un foutoir, cette correction automatique. Non mais il y a. Non mais puisqu'on en est à. Non mais je veux dire, je pense que le tout numérique. Après, il développe d'autres compétences que peut-être nos générations n'ont pas. Aussi, qui n'a pas donné son téléphone. Puisqu'on en est au tout numérique, est-ce que je peux faire un coup de gueule sur les services publics et j'ai besoin de refaire une carte grise? C'est possible. Si, vous le faites sur Internet. J'ai passé 1h30. Je n'arrivais pas à le faire. Et parce que je suis douée. Mais le site d'abord bug, donc merci
aussi à ce service. Le site bug, c'est-à-dire non accessible, etc. C'est page non trouvée. Et puis vous finissez par le faire, on vous demande des codes qui ne sont... Enfin, c'est une usine à gaz. Et donc, j'estime que je suis assez nulle en informatique, mais un minimum, je n'y arrive pas. Je me dis, des gens qui sont en zone blanche, comment fait-on? Et sans compter qu'on ne peut avoir personne au téléphone, parce qu'avant, il y avait ça, mais vous aviez un recours. Il y avait un recours à l'assistance téléphonique, et dans toute l'administration maintenant, les impôts en particulier pour les entreprises, c'est terrible. On a beau être une PME, la complexité qu'il y a en matière de comptabilité, vous n'avez plus jamais personne en ligne. Alors, je vous raconte une autre histoire. Enedis en panne dans une région de France, chez mon père, pour ne pas la citer, dans une zone blanche, mais bon, peu importe, plus de courant, il appelle Enedis et on lui dit connectez-vous à Internet sur votre compte. Donc voilà, c'est les limites, ça rejoint un petit peu quand même les limites du tout numérique. Passons à vous, Jérôme, nous traversons la Manche, Channel. Alors, moi j'ai un coup de gueule contre Liz Truss. Il vient d'arriver, qui est plutôt de ma famille politique, encore que les conservateurs anglais, ils sont un peu spéciaux, mais bon, bref, passons, c'est plutôt ma mouvance. Et je trouve que cette femme raconte n'importe quoi. Voilà à peu près un mois qu'elle est au pouvoir. Ça a été la dernière application de la reine, de la nommer. Pas de la nommer. Oui, enfin. De la saluer quand elle a été nommée. Oui, mais enfin, constitutionnellement, c'est quand même la reine qui nomme. Bon, elle n'a jamais le droit de refuser un Premier ministre. Non, c'est vrai. Mais enfin, bon. Bref, peu importe, passons. Voilà une dame qui est arrivée avec l'ambition d'être la nouvelle Margaret Thatcher, n'est-ce pas? Avec un programme extrêmement ambitieux de réduction fiscale. Et on apprend, il y a 48 heures, qu'elle renonce à une partie de son programme, un mois après avoir été nommée, vous vous rendez compte? Et avec une partie qui effectivement était complètement dingue. C'est-à-dire ils avaient envisagé avec le ministre des Finances, Kwarteng, qui a avalé son chapeau aussi, il y a 48 heures, ils avaient envisagé de supprimer en pleine inflation, alors que le pouvoir d'achat est en train de se réduire, de supprimer l'imposition à 45% pour tous les ménages au-delà de 150 000 €. Bon, donc c'était une mesure qui coûtait 2 milliards, alors ça coûtait pas énormément, mais c'était dans un paquet qui coûte 50 milliards d'euros, qui va faire monter le déficit de l'Angleterre à presque 9%. Et vous vous rendez compte? Donc je trouve qu'elle a une double responsabilité, cette dame. D'abord, elle est visiblement incompétente, puisqu'elle revient sur ce qu'elle avait annoncé. Mais le fait de revenir sur quelque chose, oui, mais au bout d'un mois, moi je n'ai jamais vu ça. D'habitude, ça dure un an et demi, 2 ans, voilà. Puis après, on change, comme Mitterrand, 81, 83, c'est mieux de plein d'exemples. tout de suite. Mais là, au bout d'un mois, moi je n'ai jamais vu ça. Et deuxièmement, elle dessert la cause qu'elle veut servir. C'est-à-dire que Margaret Thatcher n'aurait jamais capitulé au bout d'un mois. Donc c'est pas du tout la dame de fer. C'est en fait une tigresse de papier et qui va bientôt disparaître. Et je trouve qu'elle dessert sa cause et qu'elle dessert évidemment la politique en général, parce qu'elle donne une image de la politique qui est une mauvaise image. Tous les trains sont à l'arrêt aujourd'hui. En Angleterre. Alors, je partage un peu ce sentiment, mais je suis beaucoup moins tranchée, parce qu'effectivement, je suis en train de lire le livre d'Agnès Verdier-Molinier sur la façon dont, je sais qu'elle est une libérale et qui est très anti-impôt, et clairement, le fait de baisser les impôts est la seule façon économiquement de s'en sortir. Oui, mais pas dans ces conditions. Alors voilà, maintenant vous comparez avec Margaret Thatcher, les conditions sont extrêmement différentes. Et si elle est revenue en arrière très vite, c'est parce qu'elle était inspirée effectivement par un aspect très libéral d'ailleurs, mais elle était inspirée par ça. Et c'est vrai que la situation se dégrade tellement que nous-mêmes, on peut être amenés très rapidement à changer complètement que ce soit pour les retraites, d'ailleurs, voir le nombre de fois où on a changé d'avis. Pas en un mois. Attendez. Pas en un mois, mais c'est la situation en fait de tout le Royaume-Uni qui est très compliquée. Et moi je pense là ce matin à tous les Brexiteurs qui fanfaronnaient, je n'ai rien contre eux, ces derniers mois. Aujourd'hui on se retrouve avec un Royaume-Uni où la livre
mais s'effondre littéralement, où le pouvoir d'achat des Britanniques est amputé de façon considérable. Oui. Et donc oui, bien sûr que ça a un lien avec la sortie du Royaume-Uni, de l'Union européenne, évidemment. Et du coup, on imagine que les projections les projections même du FMI, je crois, sont inquiétantes. Il y a eu une attaque à la suite de la présentation de ce projet, qui voulait absolument être mis en place, qui voulait être appliqué, ce qui était logique. Il y a eu une attaque sur la livre qui a été de la part des marchés, qui a été extrêmement violente. La Banque centrale d'Angleterre a dû intervenir pour soutenir la livre. Et c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça invraisemblable que des conservateurs qui sont plutôt... qui mettent plutôt... Oui, ils étaient déjà divisés, mais qui mettent plutôt l'économie au centre de leur réflexion, en arriver là. Est-ce que la Banque d'Angleterre soutienne la livre? Enfin, on n'a jamais vu ça depuis des années en Angleterre. Alors heureusement, les Anglais se tirent généralement assez bien d'affaire. Donc moi j'espère surtout qu'ils vont s'en sortir vite. J'ai l'impression qu'ils sont mal partis. Ils s'en sortaient quand ils étaient dans l'Union européenne. Là, ils croulent sous la paperasse. Oui, absolument. Allez, petite pause, 9h26 sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'Assemblée nationale avec vous, Samy Sfaxi, de ce qui s'est passé hier, rentrée houleuse. Et puis, on parlera d'autres sujets avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, avec Samy Sfaxi, journaliste politique, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Jérôme Dubu, membre de Renaissance, et Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse. Un petit mot sur Alain Aspect, vous savez qui il est, c'est le prix Nobel de physique, et ce matin, je suis nos confrères de France Inter, il parlait du professeur Raoult. Je suis atterré quand des gens qui ont été des grands scientifiques d'un seul coup versent dans le complotisme. Je ne comprends pas psychologiquement ce qu'il se passe. Voilà, je me dis qu'il aurait pu peut-être le dire avant. Vous me disiez, Christine, que peut-être qu'il l'a dit et qu'on ne l'a pas entendu, mais bon. Samy, oui, Valérie. Alors vous, c'est la rentrée parlementaire qui vous a intéressé. Absolument. Et au risque de vous surprendre, eh bien, c'est un coup de cœur pour moi, l'Assemblée nationale et les débats parlementaires d'hier. Parce que, eh bien, enfin, d'abord, les débats parlementaires reprennent. On en a été privé tout le mois de septembre. Je pense que c'est un mini-scandale démocratique. Ça n'était pas arrivé depuis plusieurs décennies. Et donc là, j'étais ravi, j'étais à l'Assemblée, j'étais dans les tribunes pour assister au débat parlementaire. Et c'est vrai qu'il y a eu de l'invective, il y a eu des échanges très vifs. Mais au moins, le débat reprend et c'est extrêmement sain, je pense, pour notre démocratie. On a assisté à un quinquennat où les débats à l'Assemblée étaient aseptisés, étaient anesthésiés, où il n'y avait pas vraiment d'échange parce que la majorité, Jérôme, dont vous faites partie, avait, c'est vrai, les pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale. Donc ça avait la majorité absolue et pas relative. Et enfin... les débats reprennent. Et je pense que moi, ça peut calmer aussi un peu le pays parce que le fait qu'il y ait justement... Vous pensez que ça va calmer? Je pense que les Gilets jaunes, par exemple, qui sont descendus en 2018 aussi, on avait ras-le-bol de ne pas être forcément représentés à l'Assemblée nationale. Et qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, ça peut devenir une espèce de soupape pour la colère des citoyens. Ça, je crois pas du tout. Quel niveau de débat? Est-ce que le débat à tout prix... Enfin, moi, j'étais très choquée en voyant Daniel Obono mâcher son chewing-gum. Vous allez me dire que c'est peut-être dérisoire, mais voilà, pour moi, ça n'a pas de tenue, cette Assemblée nationale. Je trouve pas ça. Pardon d'être vieux jeu, comme dirait Sophie. Bien sûr, mais c'est pas parce qu'on trouve pas une forme d'expression élégante qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'il y a de tout. Voilà. C'est bien qu'il y ait des débats, effectivement, qu'il y ait des débats, mais encore faut-il que ces débats servent à quelque chose. Or, les gens et les électeurs ont l'impression aujourd'hui que ces débats ne servent strictement à rien, qu'ils ne changent rien pour leur vie quotidienne. C'est ça le problème. Il y a un décalage total. Par exemple, sur l'assurance chômage, il y a eu un débat cette nuit sur l'assurance chômage. Quel a été l'argument de LFI? Il ne faut surtout pas écouter le rapporteur parce qu'il est élu des Français de l'étranger en Suisse. Voilà le type d'argument qu'on entend à l'Assemblée nationale en ce moment. Est-ce que vous pensez que les gens vont s'intéresser à ce type d'argument? Moi, j'étais à l'Assemblée nationale hier. J'étais à l'Assemblée nationale hier, que ce soit du côté du RN ou du côté de LFI. Je suis porte-parole ni de l'un ni de l'autre. Il y avait d'autres échanges et il y avait d'autres arguments qui étaient parfement entendables. Oui, mais là, on est tombé bien bas. Fait du bien, Jérôme, aussi d'avoir cet échange parlementaire. Et quand on tombe sur ce type d'argument bassement, j'allais dire bête, idiot, voilà. On est d'accord. Mais il n'y a pas que ça.
Non, après, c'est vrai, je rejoins, c'est que peut-être effectivement il y a une forme d'expression. Alors elle est peut-être pas intelligente, elle est peut-être pas pertinente. On retient peut-être certaines choses et pas d'autres. Mais je pense qu'effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'il y a cette France qui avait l'impression de ne pas être entendue, qui trouve un relais, en tous les cas, au sein de l'hémicycle, avec une résistance. Malgré tout. Je trouve optimiste. Est-ce que vous trouvez que cette France est contente de son Assemblée nationale? Non, mais je juge pas cela. Moi, je dis simplement que cette caisse de résonance, là, ces parlementaires, aujourd'hui, sont la représentation de ce que le pays est peut-être vraiment. Donc c'est peut-être, mais oui, mais c'est peut-être ça aussi qu'il faut voir. Le test, ça sera peut-être le 16 octobre, cette fameuse marche contre la vie chère. On voit qu'il y a des mobilisations. Pour l'instant, syndicalement, c'est en ordre dispersé, mais ça se met en place, en tous les cas. Les corps intermédiaires, commencent à être plutôt reçus par les marches contre la vie chère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir un peu comment le pays se développe, ou en tous les cas, comment les contestations dans la rue se mettent en place aujourd'hui. Mais c'est effectivement... Et je peux vous dire qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, à titre d'exemple, la chaîne parlementaire qui diffuse et qui fait ces débats-là, je serais curieuse de savoir si elle ne fait pas d'audience l'après-midi. Non, pas plus, pas moins. Elle a fait des records d'audience quand il y avait le texte sur le pouvoir d'achat. Non, mais attendez, l'affaire de la marche. Enfin, il ne faut pas tomber dans le panneau. C'est un truc complètement politicien. Mais bien évidemment. Voilà. Non, mais c'est pas quelque chose qui va permettre. Peut-être qu'il y a des gens qui auront envie d'y aller. Peut-être. Vous réjouissez de voir si c'est suivi. Mais non, c'est complètement politicien. Je me réjouis pas. Je m'interroge sur le fait qu'il peut y avoir des mobilisations dans la rue. Est-ce que les gens vont répondre à ces appels-là? Est-ce que c'est une forme de mobilisation qui fonctionne encore? En fait, c'est le prolongement de l'Assemblée, mais c'est... Moi, c'est particulier, je suis passionné par l'Assemblée nationale, mais c'est vrai que je trouve que cette fois-ci, sur cette législature-là, il y a quelque chose d'intéressant qui peut émerger. Maintenant, il va falloir, que les parlementaires soient intelligents dans leur prise de parole, qui ne mangent pas de chewing-gum. Je suis complètement d'accord avec vous lorsqu'ils parlent à la présidente. Mais on est au début de quelque chose, et surtout, pendant un mois, il n'y a eu aucun débat parlementaire. Donc là, en fait, la reprise de séance fait que... Mais il y a toujours eu de l'animation, des hurlements, des invectives. Il y a toujours eu des débats. Et une bagarre avec François Mitterrand. Le seul problème de l'Assemblée, c'est effectivement les insoumis. Sinon, ça irait très bien. Ils ont été élus démocratiquement. Non, mais attendez, ils n'ont pas été élus pour faire l'agitation qu'ils font. Si. Ça s'appelle insoumis. Oui, mais ils doivent se conformer au règlement de l'Assemblée. Sauf que Mme Rousseau prend la parole sans qu'on lui ait demandé comme ça. Alors c'est la foire d'empoigne. Il y a 577 députés. Imaginez que 577 parlementaires. Message envoyé au RN aussi. Ça devient une cour d'école totalement incontrôlable. On écoute hier Aurore Berger et son intervention qui a suscité là aussi une sorte de réaction assez terrible. Alexandra, elle, est restée 29 ans avec son bourreau. Au bout de la première année, pour elle aussi, ça a commencé par une gifle. Après, c'était des coups de poing, des coups de botte. J'ai été défigurée. Alors moi, je le dis aux femmes, dès que vous recevez une gifle, allez porter plainte. Il ne faut pas avoir peur. Même des fois, par amour, on ne veut pas le faire. Mais il y a des institutions, des associations, des personnes qui sont là pour nous aider. Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. On jette en fait des dizaines d'années de combat de nos associations qui ont permis aux victimes d'être accompagnées par la seule voie qui peut mettre un terme à leur souffrance, la voie judiciaire. Voilà, donc il y a eu des applaudissements, mais il y a eu... Je comprends que ça a été, et je comprends aussi que ça a mis les insoumis et les insoumises en colère, parce que voilà, elles étaient clairement visées, en tout cas sous-entendues dans cette prise de parole. Mais la grandeur de notre pays, c'est quoi? C'est notre débat. C'est justement de pouvoir apporter un contradictoire, c'est de pouvoir échanger. Est-ce que celle qui fait le débat, là, franchement, n'est pas une caricature absolue, nuisible aux idées qu'elle prétend défendre? Qui ça? Aurore Berger? Oui. Non. Daniel Obono? Oui. Obono. Je veux dire, voilà, il faut séparer les causes de ceux qui les portent.
Oui, mais encore une fois, elle a été élue par des gens qui ont envie d'être représentés aussi de cette façon-là, et donc Danièle Obono, moi je partage pas la moindre thématique avec elle et la moindre conviction avec elle. Il faut reconnaître qu'elle a été élue au premier tour dans une circonscription parisienne de l'Est parisien. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Et puis quand on écoute ce que disait Danièle Obono aussi hier, elle disait 1 milliard, le milliard. C'était ça, l'affaire d'Aurore Berger, le milliard pour les violences, je trouve que c'est assez perfide. Intraconjugales. Elle fait partie de ma famille politique, mais je trouve que ce qu'elle a dit est assez perfide. Parce qu'en réalité, l'affaire Quatennens, c'est une affaire privée. Je trouve que c'est sa conscience qui doit le guider. Moi, je serais à sa place, effectivement, je démissionnerais, je ne viendrai plus à l'Assemblée nationale. Parce que, d'abord, il ne peut plus exercer son mandat. Il vient plus, mais il est toujours payé. Donc quelqu'un disait, on a inventé le congé de divorce. C'est ça, il ne peut plus exercer son mandat parce qu'il ne participe plus aux commissions, il ne vient plus en séance plénière, etc. Donc il n'exerce plus son mandat et il reste. Bon, il y a un sujet. C'est sur un temps à titre personnel, si ça m'arrivait, je démissionnerais immédiatement. Voilà, c'est tout. Il y a aussi, je fais une parenthèse, mais elle a porté plainte une seconde fois parce qu'il lui a envoyé des SMS. Elle a porté plainte pour harcèlement de SMS. Et pardonnez-moi, mais tous les jeunes qu'on a qui sont autour de nous, il y a quelqu'un qui les embête, il les bloque sur leur portable. Donc il y a quelque chose de très simple. Mais elle est une main courante pour harcèlement par SMS. Mais on ne connaît pas l'histoire. On ne connaît pas l'histoire. On ne connaît pas l'histoire. Moi, je suis très mal à l'aise avec ça. Il faut être très prudent. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça. Vous ne connaissez pas l'histoire, mais en attendant, on lui tombe dessus. Donc moi, je dis simplement ce que je lis. Et ce que je lis me surprend, parce qu'elle est portée une deuxième main courante au commissariat. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte lundi. Donc, non, elle a porté plainte pour violence. Oui, donc, mais en fait, elle avait les SMS. Elle a commué sa main courante en plainte. Ah, d'accord. Voilà. Il y a eu. En tout cas, ça relève de la justice, ça relève de sa conscience. Voilà. Oui, alors, mais sur la situation en elle-même de Quatennens, effectivement, qui ne vient plus à l'Assemblée. Ah non, mais il ne peut pas rester comme ça. Mais qui continue à percevoir son salaire. Il touche son indemnité de député. Oui, mais enfin, on ne peut pas les virer. Alors, la justice n'est pas encore intervenue. Je suis désolée. Alors vous avez un salarié qui vous dit je suis en train de divorcer, je viens pas, mais vous me payez. Vous dites quoi? Excusez-moi Valérie, mais c'est pas d'abord si ça se trouve, je serais au prud'homme si je le payais pas. Si on fait la liste, Valérie, de tous les députés, oui, je continue à le payer. De tous les députés, pardon. Je réponds juste à la question. Oui, bien sûr, je continue à le payer. Et comment? Parce que d'abord, j'ai pas le droit de pas le payer. Deuxièmement, c'est assez insupportable. Il m'est particulièrement antipathique. Mais il y a un moment où il est devenu l'ennemi public numéro 1, où on ne sait pas ce qui s'est passé. Sa femme est certainement quelqu'un de très bien, mais c'est une histoire de couple. Oui, mais c'est pas mais. Vous ne pouvez pas dire c'est quelqu'un de très bien, mais. Sa femme, je dis c'est pas ça. Il a été élu, il représente la France. Oui, c'est pas n'importe qui. Vous n'arrêtez pas de dire, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'accord, mais à titre personnel, vous ne pouvez pas rester député si vous ne faites rien. D'abord, dans l'affaire Quatennens, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est lui qui reconnaît quand même certains torts. C'est lui qui se met en retrait. Donc se pose la question après sur le plan judiciaire. Je pense qu'il faut laisser tranquillement les enquêteurs, la justice faire leur boulot pour pouvoir effectivement après dénouer une histoire privée. Mais il y a je suis d'accord, un sujet sur est-ce qu'il peut rester, est-ce que s'il reste. Quel statut, quelle fonction il peut avoir. Dans l'Assemblée, ça vous a pas échappé, il y avait Sandrine Rousseau, 2 mètres à côté, il y avait Julien Bayou qui était à quelques mètres aussi. On voit très bien qu'il y a une guerre interne au mouvement et il y a des féministes qui commencent à se dire on aimerait bien faire notre propre parti. Donc c'est en train de bouger, mais ils prennent l'opinion à partie sur des sujets privés, mais qui font aussi bouger certaines lignes, malgré tout. Après, si on fait la liste de tous les députés qui sont absents de l'Assemblée nationale pendant des semaines et des mois et qui sont payés, ici, Jérôme. D'abord, on ne peut pas arrêter de payer cet homme du jour au lendemain parce que sa femme a pas. Mais il ne s'agit pas d'arrêter de payer, il s'agit de lui dire, monsieur, vous représentez la France, vous n'êtes pas n'importe quel Français, vous représentez la France, vous avez été élu au suffrage universel, vous représentez votre circonscription et la France à l'Assemblée, et voilà que tout d'un coup, vous avez mis une gifle, apparemment c'est lui qui le dit, vous avez mis une gifle à votre femme. Est-ce que quelqu'un qui a mis une gifle à sa femme peut représenter la France? Moi je dis non, c'est tout. Alors il doit y avoir un paquet à l'Assemblée qui représente la France. Oui, dans ce sujet-là, sur faut-il le payer ou pas, je vous signale par exemple qu'il y a plusieurs députés qui sont
enceinte, Aurore Berger, il y a différentes... Et il n'est pas prévu dans le règlement de fonctionnement de la semaine qu'il y ait de congé de maternité, par exemple. Ça n'existe pas. Donc il va falloir peut-être revoir les choses. C'est assez symptomatique. Bah, visiblement, Aurore Berger, elle vient, d'après ce que j'ai compris, elle est toujours là. Petite pause. Non, mais une fois que vous avez accouché, vous pouvez rester jusqu'au dernier jour. Vous pouvez accoucher à tout moment. Il faut une salle sur les bancs. Il y a une salle médicale. Petite pause sur Sud Radio. On se retrouve dans un petit instant. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Quelques mots sur ce fait grave qui s'est passé à Grenoble. Et je voulais vous citer Linda Kebab, donc vous connaissez, que vous voyez sur différentes antennes, qui vient de temps en temps sur Sud Radio, qui disait « Quel est le but des journalistes qui titrent qu'il s'agit d'un refus d'obtempérer alors que c'est un chauffard qui tire à l'arme à feu sur les policiers avant de leur foncer dedans ?» Besoin d'un dictionnaire pour nommer les faits. Et effectivement, c'est confirmé par d'autres sources policières. Cet homme a tiré sur les policiers, a foncé sur les policiers, a tenté de s'enfuir. Donc ça ne s'appelle pas totalement un délit de fuite. Ça s'appelle, je ne sais pas comment, une agression. Mais en tout cas, oui, une course-poursuite. Vous avez raison. Mais les mots ont un sens. Et évidemment, on pense à cette pauvre jeune fille passagère qui a été tuée. Mais les policiers, l'enquête déterminera s'ils étaient en légitime défense, mais c'est plus qu'une course-poursuite ce qui s'est passé ce matin. Et je précise aussi que les policiers, lorsqu'ils tirent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement et qu'ils sont supposés tirer pour tuer, ce qui est assez violent. Et on ne tire pas pour blesser. C'est ce qu'ils expliquent, ça fait partie des règles. Et donc c'est terrible parce que quand un policier tire, bah oui. Non mais regardez le titre de Libération. Refus d'obtempérer, la passagère d'une voiture tuée par des tirs de policiers. Voilà. C'est une manière aussi de présenter les choses. C'est une manière complètement folle de présenter les choses et quasiment indigne. Car en réalité, ce sont visiblement, d'après ce qu'on en sait, mais il faut toujours être prudent dans ces affaires. Vous avez raison. Parce qu'on a des témoignages, mais pas une enquête, pas le résultat d'une enquête. Visiblement, ce sont les policiers qui sont fait tirer dessus, donc ils ont répliqué. Non, mais je trouve que c'était important. Non, mais de toute façon, il y a un milieu du grand banditisme à Grenoble. Il n'y a pas que Marseille qui est concerné par justement ces... Est-ce que c'est du grand banditisme ou est-ce que c'est une délinquance? À partir du moment où vous tirez sur des policiers, je pense qu'on bascule dans quelque chose qui relève vous avez raison. Alors M. Mélenchon va nous dire que la police tue, vraisemblablement. On attend sa déclaration avec impatience. Voilà, exactement. Il y avait déjà eu cette affaire dans le 18e arrondissement il y a quelques mois. C'est vrai que c'est dramatique pour cette jeune femme. On connaît pas du tout les circonstances de cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour les policiers qui sont confrontés de plus en plus à ça. Et je rejoins Linda Kebab. C'est vrai que une bonne interprétation aussi de cette histoire, ça commence déjà par une qualification des faits qui soit juste. Parce que là, on n'est pas sur un refus d'obtempérer avec un barrage forcé. Moi, ce que je trouve difficile aussi dans cette histoire-là, alors selon les éléments qui sont, c'est qu'en fait le conducteur a tiré à 3 reprises en direction des policiers et leur a foncé dessus à bord de sa voiture parce qu'il y avait un premier refus d'obtempérer. Il est là en fait. C'est pour ça qu'il y a la sémantique et ensuite il y a la course-poursuite. Après, il y a la course-poursuite. L'IGPN est saisi quand même et la police judiciaire, donc il y a une double enquête qui sont confiées. Il faut aussi s'interroger sur la circulation des armes à feu. Bien sûr. Parce que ça c'est un vrai sujet également. C'est ce qui pollue aujourd'hui la vie de certains habitants dans certains quartiers où il est très facile sur le net de trouver. On avait reçu ici Jérôme Pierrat qui avait fait un reportage remarquable sur RMC Story où il avait infiltré des cités et montré le trafic d'armes avec des armes de guerre qui étaient vendues dans les caves. Vous n'avez pas une descente de police. Vous n'avez pas aujourd'hui une descente de police pour le trafic de drogue, etc., pour saisie, etc., sans qu'on saisisse des armes. Voilà. Donc, si vous voulez, les deux vont ensemble. Il y a 2 trafics parallèles, mais en fait qui se rejoignent. Et le trafic des armes, vous allez sur Internet, vous trouvez une Kalachnikov en une demi-heure. Je crois que ça vaut 500 €. Voilà. Donc, c'est absolument dingue. Et la qualification pénale n'est pas assez forte.
Ouais, Sophie, je partage ça, mais moi je voudrais poser une question en particulier à Valérie, parce que c'est une question qu'on ne pose pas assez. Qu'est-ce qui se passe quand effectivement il y a un titre dans un journal qui est un titre mensonger, qui vise à discréditer la police, qui est grave, de dire que la police tue une jeune fille de 18 ans? Est-ce que la presse est totalement impunie lorsqu'elle fait ce type de déclarations qui sont démenties et fausses? Est-ce qu'on ne peut pas exiger qu'il y ait un titre? C'est pas faux. C'est un prisme de lecture. Je suis désolée, c'est pas une fausse, mais c'est pas une fausse information. Une information tronquée est une fausse information, puisqu'il y a marqué, si vous l'avez dit vous-même, Sophie, on va s'amuser là. Vous tapez Grenoble actualité, Ouest France, Grenoble, une passagère de 18 ans tuée dans une course-poursuite avec la police. RMC, refus d'obtempérer, 2 points. Jeune femme de 18 ans tuée à Grenoble. Le Figaro, fusillade à Grenoble, le suspect mis en examen et écroué. Vous voyez un peu comment ce sont que des titres. Ce sont que des titres. Alors effectivement, le titre a l'importance, mais j'ose espérer quand même que le citoyen fait l'action d'aller un peu plus loin. Regarde les titres. Les gens ne passent pas, ils travaillent, ils regardent les gros titres sur Internet. Vous savez bien. On aimerait beaucoup, d'ailleurs, on le sait bien, pour écrire des articles, c'est le titre qui passe. Et donc. Mais il ne faut pas non plus passer sous silence cet élément de l'affaire. Bien sûr que non. Mais je trouve qu'on devrait avoir une exigence forte pour respecter la presse, que ce soit vraiment précisé dans les bons termes. Là, tel qu'on voyait le titre, tel que Valérie nous a lu ce titre de Libé, il y a Ouest France aussi. Non, mais là, vous avez bien vu les différences qui viennent de nous être données, sémantique, titrage, etc. Ça va sur Internet. Choix d'orientation, ça correspond aux orientations politiques des journaux. Un auditeur me dit la sanction, c'est aussi le lecteur. C'est-à-dire que vous allez aussi choisir votre journal en fonction des informations. Ce qui a toujours existé, cher auditeur, ça peut être le contraire, parce qu'il y a beaucoup, et il faut le savoir, beaucoup de lecteurs qui vont choisir les gros titres, les titres qui font impression, sensation, plutôt que le titre sérieux et modéré. Mais vous ne pouvez pas empêcher Libération de titrer comme ça, c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité. C'est pas une fausse information. C'est pas une fausse information, c'est une exploitation politique de cette information. Moi, ça me choque, pardon. Moi aussi, ça me choque. C'est un manque d'éthique de la presse, un manque d'éthique de Libé. Mais le plus important, c'est de comprendre les origines aussi de cette violence. Et ça va relancer le débat, d'ailleurs, parce que c'était peut-être lié, on ne sait pas, du trafic de stupes ou encore une fois à ça. Et donc ça va relancer le débat de la légalisation de certaines. Non, mais c'est surtout le port commentaire d'un haut gradé de la gendarmerie que j'ai rencontré récemment. Je ne donnerai pas son nom, qui disait que effectivement la lutte contre le trafic de stupéfiants disait c'est un combat perdu aujourd'hui. Voilà. Moi, j'aime pas beaucoup. Enfin, je suis désolé, mais je comprends ce qu'il dit. Il est sûrement beaucoup plus compétent que moi sur ce sujet, mais je n'aime pas beaucoup entendre ça parce que ça veut dire qu'on va procéder à la légalisation du cannabis. Voilà, c'est ça la deuxième étape. En disant on ne peut pas lutter contre ça, il y a trop de trafic, etc. Il y a 2 millions de consommateurs, et donc légaliser. Eh bien moi je m'inscris contre ça. Voilà. Je rappelle, dans votre majorité, il y avait une proposition de loi qui avait été émise d'ailleurs par vos rangs dans la majorité. Je m'inscris en faux contre ça. Je trouve que c'est une démission totale. Voilà. C'est une démission totale et les médecins vous diront que ça cause des dommages profonds, surtout chez les jeunes, sur le cerveau, et que c'est vraiment grave. On a tous autour de nous des jeunes qui sont au cannabis. Et par lâcheté, légaliser quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter, pourquoi pas légaliser les armes à feu aussi, parce qu'on ne peut pas lutter. Pourquoi le mettre au même niveau? Pas le mettre tout à fait au même niveau. Bon, on n'a pas eu le temps de parler d'Enedis, donc qui annonce pouvoir couper les chauffe-eau à distance. Ça vous semble... bonne idée. Ça s'appelle le début du rationnement. Le début du rationnement, mais c'est une bonne idée, c'est ce que permet Enedis, enfin en tous les cas les compteurs Linky, pour faire des économies, pour délester, en fait, soulager le réseau. L'usager n'y verra rien, parce qu'en fait son chauffe-eau va être chauffé aux heures creuses, c'est-à-dire de nuit, et au moment où le réseau est le plus sous tension. C'est bien d'expliquer comme ça. Voilà. Parce que là aussi, le titre, cet hiver, Enedis pourra couper l'eau chaude à distance. Mais c'est pas ceux qui payent pas. On n'imagine pas ça. On n'imagine pas ça, effectivement. En fait, avec le compteur Linky, qui a d'autres défauts chez certaines personnes, attention, je précise bien, il permet effectivement de moduler et c'est très intéressant. Les heures creuses chez midi et 14h. Il faut attendre le titre de Libé qui va sûrement être gratifié là-dessus, en disant vous êtes dur, Jérôme. Enedis coupe l'électricité chez les pauvres. De ski au Qatar. Ça va être ça. Vous devez couper l'électricité chez Libé. Les policiers vont couper l'électricité. Sachant qu'il n'y a que 4 millions de compteurs. Et ceux qui prennent les gens qui sont avec les compteurs liquides, donc ça concerne 4,5 millions de logements. Ce qui est plus grave et plus intéressant, enfin ce qui est
ça va être aussi le chauffage dans les habitats sociaux, enfin les habitats collectifs, où le chauffage est le même pour tout le monde, avec ceux qui chauffent beaucoup, ceux qui chauffent moins. Et je pense que c'est un débat aussi qui va. Moi, je suis étonné, par exemple, que cette histoire d'Enedis fasse pas plus la une ce matin, en tout cas de l'actualité, parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est le début du rationnement. Oui, quand, à un moment donné, l'administration publique délivre, ou en tout cas vous autorise à certaines heures... C'est pas tout à fait le rationnement, c'est la sobriété. Ah bah oui, mais on peut l'appeler comme on veut. Le début du rationnement peut-être, mais on connaît tous des gens qui sont assez malins pour dire je fais tourner mes machines à laver plutôt à cette heure-là. Bien sûr. On a tous des gens autour de nous qui font ça et qui économisent. Mais sur la qualification de cet élément, en tout cas, qui nous est livré... J'appelle pas ça du rationnement. Quand on restreint la population à l'approvisionnement en énergie à certaines heures, ça s'appelle le début. Alors après, dans le rationnement... C'est pas du rationnement, c'est de l'optimisation. Oui, bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est le début. C'est fini, c'est fini. Merci. L'optimisation. Merci à tous les quatre. Dans un instant, on se retrouve pour l'émission Média avec Monsieur Salomon. À tout de suite.